ici, c'est que la résolution de bien des maux au niveau logement, au niveau insertion, au niveau emploi, au niveau éducation, au niveau santé et au niveau alimentation se décide au niveau local. On peut avoir des prérogatives, on peut avoir des lois, on peut avoir des projets. Aujourd'hui, on parlera avec Paul, je vais présenter tout le monde rapidement, aussi d'une économie alternative et revoir le paysage de l'alimentation à travers la relocalisation de l'emploi, la qualité des produits de proximité, de saison, l'impact sur la santé évidemment, l'intérêt de transmettre, ça on en parlera les jours prochains, de transmettre ces valeurs, et les grands chefs sont là pour le faire aussi évidemment, puisqu'ils sont les grands représentants d'une cuisine française qui maintenant est reconnue mondialement, patrimoine mondial par l'UNESCO, mais de savoir dans quel sens on va avec les producteurs. Comment fabriquer plus de synergie, comment faire du consommateur autre chose qu'un simple et banal consommateur, qui devienne aussi acteur de son assiette, de sa vie, et qu'il participe à ce qui peut être une voie d'avenir. Donc il y a des lois, un exemple, parce qu'on va parler d'économie sociale et solidaire dans les alternatives. Vous savez, l'économie sociale et solidaire en France, on dit que c'est à peu près 2 300 000 salariés. En fait, c'est 1 800 000 équivalents temps plein. On y trouve des associations, des fondations, des mutuelles, aussi des coopératives. Il y a beaucoup de coopératives agricoles, mais de nouvelles formes, des SCOP. On a des SIC, des sociétés coopératives d'intérêt collectif, avec un mode de gouvernance qui est assez passionnant par rapport à ce qu'on connaît, parce qu'on sort du système hiérarchique. Et donc, à l'égard de l'économie sociale et solidaire, pour avoir un mot politique, on a eu une loi qui a été votée le 31 juillet 2014 au profit de ce périmètre nouveau, enfin qu'on connaissait, mais on a essayé de le recentrer, de lui donner un cadre juridique avec Benoît Hamon. Ensuite, il y a eu une sorte de silence. On a eu quelques secrétaires d'État, fort sympathiques, mais qui n'étaient là que provisoirement. Et aujourd'hui, donc, avec la nouvelle organisation, on a un commissariat qui a été créé il y a un an, un commissariat à l'économie sociale et solidaire, représenté par Christophe Itier, qui invente donc un processus. Il veut chercher de l'innovation, il a créé une marque, c'est French Impact. On met hashtag devant parce que ça fait mieux. Vous pouvez mettre hashtag devant la vache nantaise, ça peut être bien. Et la réalité, c'est que c'est pas en haut que ça se décide, c'est en bas. Et de savoir comment on fait remonter, comment on se met en relation les uns les autres pour améliorer le sort des territoires, justement, et les sortir des tiroirs. J'aime bien l'idée de terroir, en fait, c'est un truc qu'on a complètement oublié comme terme. Donc avec nous, Michel Troinleau. Michel, la présentation est impossible. 4 générations, c'est ça? Non? Moi, je suis la troisième, il y a la quatrième. Oui, il y a la quatrième. Ah oui, j'ai oublié de vous dire un truc. Éteignez vos portables, j'ai pas éteint le mien. Éteignez vos portables parce que ça risque de faire des interférences. Vous nous expliquerez l'évolution de votre travail au contact du local, quelle valeur le local peut avoir dans votre travail, si ça, d'abord, ça modifie vos habitudes, ça modifie comment dire, la peinture que vous utilisez quotidiennement. À côté de moi, Paul Masson. Paul est rédactrice en chef de l'UMA. Elle aime beaucoup les questions économiques et entre autres les alternatives. C'est une de ses spécialités, pas que. Et elle aura son mot à dire évidemment. Christian Aguerre est éleveur de porcs. Alors c'est la race Pinot. On les appelle Quintoa. Depuis qu'on a l'AOC, oui. Ouais. C'est le nom qu'on a donné à l'AOC. Et vous allez nous expliquer comment vous avez gagné cette AOC, comment vous avez sauvé aussi cette race comme la vache nantaise. Et Laurent Pinatel, Laurent est éleveur dans la Loire. Vous êtes voisins d'ailleurs. Bah oui, on fait 50% du plateau. Ouche, en fait. Dernier établissement, Ouche. Ouche et Saint-Genès-l'Air, oui. Pas très loin. D'accord. On va prendre toute la place. Et la viande de Laurent vient chez vous alors? Non. On va parler après. D'accord. Et Laurent est porte-parole de la Confédération paysanne. Une explication sur votre lieu de travail, Christian, c'est la ferme Aranea. Donc je parlais du Quintoa, de cette race de porc, paraît-il, délicieuse viande. Mais vous avez aussi production piment d'Espelette. Vous avez créé une auberge au sein de votre... On dit exploitation, est-ce que le terme est juste?
on y ferme et on se qualifie comme paysan. Exploitant agricole, j'aime pas trop, parce qu'il y a déjà le mot d'exploitation. On peut imaginer aussi être tout un type d'exploitation qui peut aussi se terminer. Nous, c'est une notion durable, donc la ferme et l'agriculture paysanne, ça a aussi cette dimension de durabilité. Quelles sont les valeurs qui traversent la paysannerie telle que vous la représentez aujourd'hui? Le parcours, le mien et celui des paysans du quartier, c'est déjà d'abord une dimension collective, c'est-à-dire qu'avant de commencer à réfléchir quelconque projet dans les fermes, on s'est réunis entre nous pour voir ce qu'on pouvait faire de manière coordonnée et complémentaire. Et ça, il y a un peu plus de 20 ans. Donc on était un par ferme. L'idée, c'était juste de maintenir nos fermes en activité. Et donc forcément, on a pensé à la valorisation de nos produits, garder la valeur ajoutée sur la ferme, par le circuit court, mais aussi la diversification. Et 20 ans après, on est toujours sur nos fermes, mais on s'est beaucoup développé, pas en surface, juste en nombre de paysans. On est 12 paysans sur les mêmes fermes. Donc il y a 12 salariés sur... Non, c'est des paysans, c'est-à-dire des associés. Il y a quelques salariés, bon, pour les livraisons comme ça, mais la grosse majorité sont des... C'est-à-dire que moi j'étais tout seul sur la ferme, maintenant on est 3 associés sur le GAEC, et c'est un peu le même schéma qu'il y a dans les autres fermes. Ouais. Et donc, alors, cette race, comment vous l'avez sauvée? De quelle façon? Qu'est-ce qui vous a mis la puce à l'oreille et l'envie de bien faire? Alors la puce à l'oreille, c'est plutôt... bon, déjà dans cette volonté d'élargir, c'est-à-dire que le circuit court stimule la diversification. Donc on est forcément, à travers le contact qu'on avait avec le client, sollicité sur, donc on a voulu mettre en place une production de cochons dans le quartier, donc dans ma ferme notamment. Et donc la démarche d'association de Port Basque démarré dans la vallée d'Allude, autour du projet de Pierre Oteiza. Donc naturellement, on a été chercher nos premiers cochons là-bas. On faisait avant du porc blanc. Et la décision s'est faite tout simplement dans l'assiette. Il n'y a pas de miracle, pas de schéma économique, rien. On a juste goûté le produit. On s'est regardé avec mes associés et les voisins. On dit, bon, mais non, mais il n'y a pas photo. Et c'est à partir de là que l'aventure a commencé, l'outil de transformation, le séchoir et la valorisation à travers le circuit court, mais aussi à travers le restaurant. C'est-à-dire que vous vendez directement chez vous? Oui. Ouais. Et sinon, vous avez des points de vente? Alors on a des points de vente collectifs, c'est-à-dire qu'on a un groupement de producteurs sous le label Idoki, qui est un label qui est assez présent au Pays Basque autour des valeurs de l'agriculture paysanne, donc sur les halles de Saint-Jean-de-Luz. Et nous, on a mis en place un système de paniers qu'on livre à domicile. On a 250 familles qu'on livre toutes les semaines, qui font leur achat sur Internet, puisqu'on est aujourd'hui, on a une gamme assez large de produits, de légumes, de viande, et donc le quintois est bien sûr présent dans cette gamme-là. Oui. Est-ce que vous avez donné envie à d'autres éleveurs de vous suivre? Est-ce que votre principe de gestion, d'organisation, de revalorisation est suivi au Pays Basque? J'insiste sur Pays Basque, parce que c'est particulier. Oui, le Pays Basque, c'est sûr que c'est une région peut-être où il y a eu un peu moins de déprises agricoles d'ailleurs. Excusez-moi, est-ce que vous entendez bien? Non? On va recommencer. Allô, cabine sonore, est-ce que vous pouvez... Il ferait tous un micro à chef, ce serait peut-être plus... Ou alors je vous passe mon micro. Non, mais c'est les micros-cravates. Sinon, je vous passe mon micro. Est-ce que là... Oui. Voilà, est-ce que vous m'entendez mieux? J'ai l'impression. Oui. Ouais. Ça change tout. C'est la proximité du micro, peut-être. Non, mais j'allais vous l'apporter, c'est pour ça que je revenais vers vous. Oui, est-ce que donc il y a eu contagion au Pays Basque par rapport à votre expérience? Oui, il y a eu contagion parce que forcément le quintois, donc depuis l'an dernier, enfin depuis il y a 2 ans, puisqu'on est à l'AOC, avant on faisait du porc basque, maintenant on fait du quintois. C'est une production qui s'intègre tout à fait dans le type d'agriculture qu'on a, donc c'est une production en plus. On n'a pas d'éleveurs spécialisés dans le quintois. Nous, dans notre ferme, on a plusieurs productions. Donc c'est très adapté aussi à une agriculture de montagne. Ça permet de valoriser des espaces qui ne le sont pas forcément par ailleurs. C'est des petits, donc nous, à 70 éleveurs aujourd'hui, on produit à peu près 3000 cochons. Il faut savoir qu'une ferme, entre guillemets, industrielle standard, elle fait 5000 cochons à elle toute seule. Mais nous, on est 70 éleveurs pour ces 3000 cochons. Donc c'est une production qui est partagée.
et qui permet à des fermes d'avoir le petit plus qui souvent fait la bascule entre la ferme qui se maintient et la ferme qui disparaît. Est-ce que vous avez imaginé avec les autres éleveurs de créer une sorte de coopérative? L'exemple qui revient tout le temps, c'est les fermes de Figeac, puisqu'on était sur des petites parcelles. On a décidé de mutualiser, comme on dit, les moyens, de travailler en faveur d'un label local. Je me méfie maintenant en disant local. Le local commence où, il s'arrête où? Est-ce que vous avez eu cette envie de vous réunir sous forme coopérative? Alors nous, dans le quartier, le local il est très bien défini puisque c'est un quartier qui s'appelle Bachaboulou à Itsassou et dans lequel il y a... Ça s'appelle comment? Bachaboulou. Voilà, c'est le nom du quartier. À Itsassou. À Itsassou. Et donc c'est le... C'est TX mais on dit Tche. C'est le... Non mais je parle un peu basque, c'est pour ça. Donc le terroir est défini et donc à partir de là, c'est comment on s'organise collectivement pour faire vivre ce terroir. Et donc pour nous, pour ce qui nous concerne dans notre petit projet, c'est sous la forme d'un GIE, des structures donc un groupement d'intérêt économique. Après, il y a tout un tas de structurations possibles. Hein. L'important, c'est surtout, c'est pas tellement le cadre juridique, c'est surtout ce qu'on y met comme valeur. Et pour nous, c'était travailler avec des races locales sur le principe de l'agriculture paysanne, ne vendre que son coproduisé. Donc quand il n'y a pas, il n'y a pas. Et quand il y a plus, on demande aux gens de faire un effort aussi pour les excédents. Mais c'est cette relation directe aussi qui nous a amené une reconnaissance du métier qui fait qu'aujourd'hui, les fils de pratiquement toutes les fermes ont envie de reprendre la ferme de leurs parents. Et je pense que c'est ça le marqueur de notre succès en tous les cas. Christian, est-ce qu'il n'y a pas une spécificité, parce que je voyais Laurent qui réagissait un tout petit peu, basque, à savoir que si on prend la grande région, il y a une chambre régionale d'agriculture, elle est dans le Béarn. Oui, à Pau. Elle est à Pau. Chez vous, est-ce qu'il y a une chambre d'agriculture, enfin en tout cas une antenne de la chambre d'agriculture où vous êtes complètement à part? Alors, depuis 2001, ELB, qui est le syndicat agricole Pays Basque, affilié à la Confédération paysanne, est devenu majoritaire au Pays Basque. Mais bon, comme le département des Pyrénées-Atlantiques comprend le Pays Basque et le Béarn, on était forcément minoritaire. Mais entre guillemets, ce succès électoral nous a donné un peu de légitimité pour construire notre propre outil de développement agricole. Ça vous a donné une complète indépendance? Une indépendance, en tous les cas, ce qu'on ne peut pas avoir du côté administratif ou juridique, on l'a par nos propres moyens. Donc c'est ce qu'on a fait aussi autour de la langue basque avec les écoles et on n'attend pas que ça vienne, mais on se crée des outils. Et aujourd'hui, Escolerico Laborancha Gambara, puisque c'est le nom de notre chambre d'agriculture, mais qu'on ne peut pas appeler chambre d'agriculture, puisque... Oui, à Pau, ils n'aiment pas. Et ils n'aiment pas, et même, une petite anecdote, c'est que Escolerico Laborancha Gambara, en basque, ça veut dire chambre d'agriculture du Pays Basque. Mais en basque. Heureusement qu'il est là. Et donc la chambre d'agriculture nous a fait un procès parce qu'on n'avait pas le droit de s'appeler chambre d'agriculture. Mais le procès a été perdu parce que c'est écrit en basque et que la France ne reconnaît pas le basque comme langue. Voilà. Ça, c'est une des solutions. Si vous voulez contourner les difficultés et puis éviter les amendes, vous faites comme Christian et les autres. Vous avez parlé à la fois de territoire et de terroir. Qu'est-ce qui vous correspond le plus? Qu'est-ce qui, pour vous, est le plus valorisant par rapport à votre travail? Parce que territoire, c'est un petit peu administratif, mais on l'emploie beaucoup aussi. Hein. Oui, après le territoire, chacun donne sa définition d'un territoire. Et puis dans le terroir, chez nous, il y a des terroiristes et des terroirs-caisses. Hein. Le terroir aussi, il est exploité de... Ça, c'est facile. Maintenant, des terroristes, il n'y en a plus. Des terroristes. Ah, des terroristes? Oui. Oui, mais les terroristes, ils ont déposé les armes, justement. Voilà. Ouais. Et donc, c'est vrai que le terroir, c'est avant tout les hommes aussi qui le peuplent et ce qu'ils en font. Et aujourd'hui, vous parliez de la spécificité de l'agriculture basque. Je crois que c'est cette dimension à s'organiser collectivement parce que justement, c'est
un pays fait de petites fermes et on se rend compte que, voilà, ensemble, on n'y arrive pas, mais en se regroupant, eh bien, on peut créer tout un tas de petites structures, soit par filière autour des produits. Là, c'est dans le marché qu'il y a derrière nous. Là, vous aurez tout un exemple, un panel de micro-filières autour, par exemple, du maïs Artogori, qui est la variété locale de maïs qu'on a remis en culture pour l'alimentation humaine. Bon, on ne présente plus le piment d'Espelette, mais il y a des initiatives autour de la pomme. On a 80 variétés locales de pommes au Pays Basque. En fait, toutes ces filières sont structurées autour d'un produit ou autour d'une dynamique plus large comme Idoki. Si un responsable d'une grande surface, un grand distributeur et une grand diffuseur vient vous voir en disant nous on veut prendre le Quintoa, vous dites quoi? Alors nous c'est clair en tous les cas au niveau des éleveurs, personne n'a vendu et ne vend, alors pas présager de l'avenir, mais de Quintoa en grande surface. Aujourd'hui vous n'en trouverez pas. Par contre, justement cette démarche nous a amené des bouchers qui ont vu qu'il y avait une cohérence quand même dans cette démarche. Des débouchés ou des bouchers? Des bouchers. Des bouchers, d'accord. Et des artisans bouchers qui jusqu'à présent ne travaillaient pas le Quintoa, mais sont venus nous voir et nous disent du coup ça nous intéresse, et parce que justement on n'aura pas ce produit en concurrence avec les grandes surfaces, donc pas de Quintoa en grande surface. Laurent, vous vous reconnaissez dans cette démarche complètement? C'est quand même, enfin, je souriais tout à l'heure par rapport au Pays Basque, c'est quand même une démarche issue d'un territoire qui a gardé une vraie identité. Et peut-être que les politiques agricoles successives depuis les années 60, elles ont appauvri l'identité des territoires en appauvrissant la typicité des agricultures. Eux, ils ont réussi à garder, reconquérir, enfin, j'en sais rien. Et puis, enfin, il n'en a pas dit la moitié. Moi, je suis allé plusieurs fois chez lui. C'est quand même... Il y a une vraie richesse culturelle autour de la production agricole. Et ça replace quelque part aussi le paysan ou la paysanne au centre d'un territoire. Et je pense qu'on a oublié qu'au départ, on était ça. Enfin, ceux qui nous ont pondu des politiques publiques ont oublié qu'on n'était pas... Enfin, on nous a poussé à devenir des producteurs. On dit souvent on est producteurs. Alors, c'est vrai qu'on est producteurs, mais on est avant tout les acteurs économiques, culturels et sociaux d'un territoire. Et aujourd'hui, la production agricole, ce n'est pas simplement on produit pour mettre en marché. On doit revenir absolument, rapidement, au fait que le produit agricole, c'est l'expression d'un territoire. On voit bien aujourd'hui, on ne va pas faire je ne vais pas faire un long laïus sur les productions qui vont mal, mais quand même, quoi, quand on voit aujourd'hui la crise qui traverse, pour faire le parallèle avec ce que Christian vient de dire, la production porcine. La production porcine est l'expression de quoi aujourd'hui? Elle est l'expression de rien du tout. L'expression de rien du tout, puisque de toute façon, les bâtiments sont les mêmes aux quatre coins de l'Europe, l'alimentation est la même aux quatre coins de l'Europe, et on est sur le même marché mondialisé. Et ce qui fait la différence de revenus entre les producteurs, c'est simplement la capacité à contourner les règles sociales et avoir des gens qu'on paye à coups de fronde dans les exploitations, parce que pour le coup, il y en a beaucoup, c'est des exploitations et pas des fermes. Simplement, au-delà de cette parenthèse, c'est dire que c'est fou qu'on arrive à perdre ce lien au sol et à perdre ce lien à... le terme paysan, quoi. S'il a disparu un temps du paysage linguistique, j'allais dire, national, c'est significatif de la dérive qu'on a eue. On est passé de paysans à cultivateurs, agriculteurs, exploitants agricoles. Nous aussi, à la Confédération paysanne, depuis 1987, on a cette volonté de se réapproprier le mot de paysan, c'est qu'il y a le mot de pays dedans. Et qu'on est bien les acteurs d'un pays et qu'on doit exprimer à travers notre production et notre façon de produire les spécificités d'un produit. Et aujourd'hui, la fête de la vache nantaise, c'est exactement ça, quoi. C'est l'expression des territoires, des produits, à travers des pratiques agricoles, des choix aussi très forts sur les fermes, notamment sur les races locales. Et on peut dire deux mots sur votre élevage? Pardon? On peut dire deux mots sur votre élevage? Sur mon élevage, oui. Déjà, c'est pas que le mien, puisqu'on est deux sur la ferme. Je suis associé... Vous êtes en GAEC aussi? Oui, je suis en GAEC avec ma sœur, Catherine. Donc j'étais en GAEC avec mes parents à partir de 1995 et avec ma sœur Catherine, donc au départ en retraite de mes parents depuis 2008. Donc on a une ferme de 125 hectares en agriculture biologique où on cultive de l'herbe et des céréales qui sont destinées à l'alimentation de nos animaux. Nos animaux, c'est 45 vaches laitières avec des races très traditionnelles, c'est-à-dire de la Primolstein, la Formule 1 de la vache laitière, mais aussi de la brune des Alpes, de la Montbéliarde, un peu des essais sur de l'abondance. Et puis, on a un troupeau de vaches à viande. On a 15 vaches pour produire de la viande qui sont des vaches limousines. Donc ça, c'est
j'allais dire, tout ce qui nous aide à produire sur notre ferme. Et on a fait le choix, crise après crise. On est parti d'un système très traditionnel, j'aime bien le dire, où on produisait de la viande pour Sicarev, à côté de chez Michel Troisgros à Rouen, et donc abattoir coopératif. Et après, on produisait du lait pour la coopérative Sodial en conventionnel. Et puis après, les crises nous ont imposé une réflexion de dire, mais en fait, ça ne peut pas durer. En fait, la crise a été le détonateur. Il y a une crise économique qui a quand même modifié beaucoup la donne dans les comportements et le mode de production. La crise agricole en particulier. Oui, nous, la crise laitière de 2009, où sur notre ferme, Catherine est installée depuis 1 an. On a fait la grève du lait. Pendant 3 semaines, on a balancé du lait parce qu'on estimait qu'on ne pouvait plus vendre à ce prix-là. C'est pas joli, à Saint-Étienne, hein, c'était devant la préfecture. Oui, c'est vrai. Ouais. Mais non, mais il y a des personnes qui ne peuvent pas consommer ce dont elles ont besoin, et on voit ce gâchis de lait déversé sur le trottoir. Je l'ai assumé devant le tribunal de Saint-Étienne. On était à 9 sur effectivement ces manifs du lait qui débordait, quoi. Il y avait un ras-le-bol. Nous, sur notre ferme, ça nous imposait une réflexion de dire, mais en fait, on ne peut pas continuer à pratiquer sur notre ferme des choses qui ne sont pas la réalité de nos territoires, la réalité de nos envies, mais simplement suivre le curseur qui est dicté à Bruxelles. Et on ne peut pas définir notre revenu en fonction de ce que Bruxelles ou Paris décident. Donc ça nous a imposé des transitions fortes sur notre ferme. En 2009, on a décidé de faire de la vente directe en viande bovine. Le boucher de notre commune découpe nos animaux et on les vend en colis à la ferme ou dans des points de vente. On est passé une partie en vente directe sur la production laitière et on a cheminé progressivement. Enfin, j'insiste vraiment là-dessus. Aujourd'hui, la photographie de la ferme, donc c'est des vaches laitières, des vaches allaitantes, de la surface pour produire. On vend tous les produits animaux engraissés à l'herbe en vente directe sur la ferme. On valorise via une filière bio collective au niveau de Rhône-Alpes nos vaches de réforme sous forme de steak haché qu'on vend à la ferme aussi, steak haché surgelé. Et après, en production laitière, on a 60 000 litres qu'on transforme à la ferme en yaourt, qu'on vend sur Saint-Étienne et les alentours, restauration collective et puis particulier. Et puis on a une partie de notre lait. En fait, vous êtes un peu chef cuisinier, quoi. Non. Chacun son job. Chacun son job, mais je pense que dans la chaîne alimentaire, et ça c'est intéressant, juste pour finir la présentation de ma ferme, je tenais à dire 2 choses importantes. C'est qu'on est sur le groupe coopératif Sodial jusqu'au 31 décembre, mais on a appris cette semaine qu'on pouvait enfin s'en libérer pour partir chez Biolay, qui est un stand plus loin, et c'est quand même une grosse satisfaction personnelle de rejoindre un outil économique qui donne du sens à notre production. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que j'ai parlé de ma sœur qui est sur la ferme, qui fait le boulot pendant que je suis là. Et puis aussi, on a sur notre ferme 4 salariés qui nous accompagnent dans l'élaboration de notre production. C'est-à-dire qu'en fait, on a créé par cette revalorisation et cette relocalisation des moyens de la production, on a créé des emplois. Nous, on a créé de l'emploi sur la ferme. Donc ça, c'est la photographie de la ferme. Après, si on part de la chaîne alimentaire, est-ce qu'on est des cuisiniers? Non. On est simplement un des maillons de la chaîne qui va faire qu'à partir d'un territoire, à partir des végétaux qui y poussent, nous, on nourrit des animaux et puis il y a un produit qu'on essaye de transformer autant que faire se peut, c'est-à-dire la partie yaourt, ou de livrer à des gens qui vont le transformer pour nous, et des consommateurs qui vont le consommer. Alors soit le consommer de façon brute pour le lait, soit arriver dans des restaurants comme chez Michel Troisgros ou ailleurs, mais aussi dans la cantine de notre... Bientôt chez Michel. Bientôt, mais là, c'est imminent, en fait. Mais surtout, une de nos grandes fiertés aussi, c'est de pouvoir livrer la cantine de notre école, quoi. Et au-delà du cas particulier, il faut replacer quand même le contexte politique. Pourquoi aujourd'hui, il y a des paysans et des paysannes qui n'arrivent pas à faire les transitions nécessaires à changer le cap de l'agriculture? Pourquoi aujourd'hui, on est dans un secteur d'activité qui reçoit quand même des sommes conséquentes d'argent public, 10 milliards d'euros par an qui sont loués à l'agriculture française via la politique européenne de Bruxelles. Et le public ne comprend pas toujours. Oui, mais peut-être à raison, et il va falloir aussi qu'on arrive à s'en expliquer. Et pourquoi ces 10 milliards d'euros de soutien à la production agricole, ils aboutissent? Si on fait le bilan des politiques publiques qui ont été menées depuis les années 60, majoritairement, ils aboutissent à quoi? Une disparition massive des emplois paysans. C'est quand même un peu bête de subventionner la suppression d'emplois, à une désertification de certains coins du territoire,
avec des secteurs entiers où il n'y a plus de paysans. Enfin, le Rouennais, le nord du département, c'est un secteur où il n'y a quasiment plus de paysans. Il y a des grandes fermes de charolais où les gens sont débordés parce qu'ils n'arrivent plus à tout gérer. Donc désertification, quelque part, spécialisation des territoires, des implications et des impacts environnementaux forts, avec des espaces qui s'enfrichent, et puis des espaces qui sont trop occupés, trop chargés, enfin pas très loin d'ici, hein, les algues vertes, c'est pas un fantasme. Et à côté de ça, on a aussi une dégradation de la majeure partie de l'alimentation produite par les paysans et les paysannes. Est-ce que c'est satisfaisant? Non. Et est-ce que c'est valorisant pour les paysans et les paysannes que de se dire, en fait, on est aussi quelque part co-responsable de tout ça? Ça peut être stigmatisant. Et il va falloir changer. Et c'est vraiment le discours qu'on tient, nous, à porter à la Confédération paysanne, c'est qu'on est des producteurs d'alimentation, on n'est pas des producteurs de minerais, comme certains veulent nous faire croire, et on n'a pas besoin d'une politique agricole commune, on a besoin d'une politique agricole et alimentaire commune. Parce que la production de biens alimentaires, c'est ce qui réconcilie le paysan et puis le citoyen consommateur qu'on a aussi. Et quand on voit, on en parlait tout à l'heure dans les allées, qu'il y a encore des paysans qui n'osent pas manger ce qu'ils produisent, bon, là, il y a quand même un souci. C'est de moins en moins le cas, mais il y a quand même un souci. Et nous, Le glyphosate, c'est pas très bon quand même. non, c'est pas très bon. Et après, il faut savoir pourquoi on l'utilise. Et nous, on a quand même à cœur de dire à la Confédération paysanne que les paysans et les paysannes, ils sont victimes d'un système. On les a emmenés dans le mur, on les a confortés dans le mur à grands coups d'incitation et de discours publics. Il ne faut rien changer. Enfin, moi, hier soir, j'étais encore au ministère de l'Environnement pour des problèmes annexes, des dégâts de sangliers, où j'entendais encore le syndicat majoritaire et sa présidente, Christiane Lambert, dire de toute façon, il faut continuer. Mais continuer à quoi? À continuer à ce que les gens soient insatisfaits de l'alimentation et à ce qu'on s'en remette à des initiatives individuelles ou collectives, si vertueuses soient-elles, mais que la puissance publique délègue à des initiatives locales le fait de produire une alimentation de qualité, de réaménager un territoire. Après, il ne faut pas s'étonner que les gens ils arrêtent de voter, quoi. À propos des territoires, un petit mot, parce que je ne sais pas si vous le savez, je dis ça parce que je viens d'un tout à l'heure, trou du cul du monde. Non, mais on disait ça du Plessis, hein. Mais mon village, c'est aussi pareil. Il s'appelle Aignel-Duc, il est très joli, il est en Côte d'Or. On est 7 habitants au kilomètre carré. On a une communauté de communes qui est la plus grande de France. Il y a 105 communes, 1900 km² pour 21 000 habitants. C'est-à-dire pour communiquer, il faut vraiment s'y prendre à l'avance. Mais ça, ce n'est pas le seul problème. C'est qu'il y a une carte qui a été dessinée par un sénateur qui s'appelle Bertrand, qui n'est pas de ma famille, qui est originaire de Lozère, qui avait dessiné une carte pour un précédent gouvernement sur la cohésion des territoires. Et la carte, c'était l'organisation de la France en ville, en périurbain, en rural, et la quatrième catégorie, c'est l'hyper-ruralité. L'hyper-ruralité, c'est 3 300 000 habitants sur un quart du territoire national. C'est des lieux où on peut atteindre 5 habitants au kilomètre carré. Alors quand on dit ça, on se dit, mais ces personnes sont obligées de se déplacer, elles n'ont plus de soins, elles n'ont plus de table. Si elles veulent profiter d'une bonne table, elles sont obligées d'aller trouver éventuellement un producteur local ou alors d'aller en grande surface. Inévitablement, la consommation énergétique, j'en parle pas, impact CO2, etc. On est obligé de faire des kilomètres pour s'en sortir. Et il y a alors un autre souci par rapport à ça, ce sont les villes. Parce que les villes sont en fait les plus grandes consommatrices, puisque c'est là où il y a le plus de population. Et ce n'est pas en ville qu'on produit son alimentation. Et c'est là où vous avez, c'est pas un essor économique, c'est un devoir presque. Comment vous, Christian et Laurent, comment vous vous organisez? Est-ce que vous avez la possibilité de faire circuler vos produits jusqu'aux consommateurs urbains? Pour ce qui nous concerne, oui, c'est le projet qu'on avait mis en place il y a 20 ans de ça. Hein, c'était livrer à domicile les produits de nos fermes. Donc c'est vrai que ça a un coût logistique, mais aujourd'hui on se rend compte que au-delà du panier qui est livré, qui est choisi sur Internet, où il n'y a plus trop de contact entre le paysan et le mangeur de nos produits, tout compte fait, on met en place tout un tas de projets,
pour justement... Le drive fermier, non? Alors non, là le principe reste le même. Hein. Pour nous, on livre, les gens font leurs commandes sur Internet, on leur livre le panier devant chez eux. Par contre, pour pallier à cette carence un peu relationnelle, on fait des achats groupés, par exemple de produits issus du commerce équitable pour acheter notre thé, notre café. Et à cette occasion, on fait venir des intervenants, des conférences, on organise des sorties pour voir d'autres types de paysans, d'agriculture, des choses comme ça. Donc en fait, ce réseau, il vit aussi entre villes et campagnes, entre citadins, périurbains et ruraux. Et en fait, les kilomètres sont plus courts et les relations sont plus fortes. Et en fait, pour les gens, c'est savoir que grâce à ce qu'ils mangent, ils ont pu maintenir, développer et installer des paysans à quelques kilomètres de chez eux. Ils nous disent que c'est leur plus grande fierté. Voilà, ça va bien au-delà de l'alimentation. Et Laurent, vous nourrissez la ville aussi? Effectivement, c'est un gros problème de l'aménagement du territoire, c'est qu'il y a des territoires qui sont désertifiés. On en parlait tout à l'heure avec Christian, en attendant les gens qui n'arrivaient pas de Rennes, en fait. On discutait, moi j'étais dans le Loiret mardi, sur un salon qui s'appelle Innovagri, qui est le salon de la grande culture, de la grande machine agricole, où j'avais rencontré au printemps dernier des jeunes paysans qui voulaient s'installer en maraîchage. Et en fait, ils avaient le problème dans ces territoires-là de l'éloignement en fait, du bassin de consommation. On a créé dans certains endroits des déserts ruraux et l'éloignement est un frein. Et il y a un deuxième frein ville-campagne, c'est que dans nos fermes on produit et entre le moment où on produit et le moment où les gens vont pouvoir manger, il va falloir transformer. Et on manque cruellement de développement économique, d'outils économiques capables d'assurer aux paysans de la capacité à transformer, je pense, aux légumeries collectives, aux conserveries, aux abattoirs en premier lieu. On manque d'abattoirs en France. On manque de petits abattoirs de proximité où les animaux soient accompagnés dignement jusqu'à la mort. C'est aussi un des combats de la Confédération paysanne. Lise Janin qui est là, vous pourrez la rencontrer, avec le programme de l'abattoir mobile. Elle est où, Émilie? Elle est là-bas. Elle est là-bas. Coucou. Et donc voilà, il y a ça. Et il faut aussi recoller les morceaux, j'allais dire. Avant, historiquement, le rôle du paysan, il était connu quasiment de toutes et tous, puisque il y avait dans chaque famille, il y a tellement de paysans et de paysannes que dans chaque famille, il y avait un cousin éloigné ou un parent proche qui était du monde agricole. Le lien, il ne s'était pas perdu. Là, on est de moins en moins nombreux. Et l'éloignement, il se fait. Et du coup, il y a une incompréhension qui se crée sur les modes de production. Et on a le devoir d'expliquer nos façons de produire, mais surtout d'avoir des façons de produire qui soient respectueuses de tous ceux qui nous entourent. Et je pense que c'est l'objet vraiment de la transition agricole qu'on appelle de nos voeux, nous, à la Confédération paysanne. Alors Michel Troisgros, j'ai vu que vous aviez pris des notes. Ont changé, on l'a vu donc dans l'agriculture, hein, dans la paysannerie, on a bien fait la différence, pardon, dans la paysannerie, revalorisation des conservatoires d'anciennes variétés, on en redéveloppe, la transformation à la ferme, la garantie d'une qualité. Est-ce que cette tradition, cette image qu'on a des chefs qui gagnent en amplitude, qui créent de nouvelles tables, qui sont des décrocheurs d'étoiles, est-ce que cette image du chef a changé sous le coup d'une crise et d'une revalorisation des territoires? Quelques-uns. Oui. Quelques-uns ont changé. Je pense qu'on n'est pas tous du même moule. Je pense que certains, ceux qui sont justement peut-être en particulier à vivre en campagne, sont peut-être, et encore, mais peut-être plus sensibles, en effet, à cette urgence ou plus sensibles à cette relation avec le monde agricole. C'est une des raisons, d'ailleurs, pour laquelle on a quitté Roanne, pour la campagne, il y a 2 ans. C'est pour être justement encore plus proche, même si Roanne n'est pas une si grande ville, être encore plus proche de certains producteurs et pour essayer de mieux comprendre ce qui nous entoure. Et en effet, ça a été assez décisif sur la relation qu'on peut avoir, et donc la sensibilité avec la cuisine. C'est-à-dire la relation avec ceux qui nous entourent a réellement eu une influence sur notre relation avec l'aliment, avec la matière première, d'une part dans son respect. On n'était pas irrespectueux avant, mais ça s'est accentué.
d'autre part avec les hommes, et d'autre part dans l'expression de la cuisine. On va dire que la cuisine, si je m'attendais à ce qu'elle prenne un tournant plus végétal, parce qu'on pense immédiatement au jardin, au jardinage, et c'est vrai qu'on a la chance d'avoir de l'espace chez nous, mais en même temps les producteurs qu'on n'a pas abandonnés parce qu'ils font mieux que nous, mais nous on pourrait dire qu'on a un espace pour tenter des choses à proximité de la cuisine, et ainsi récolter, et ainsi, ou maintenir d'ailleurs, semer et maintenir, du coup participer au maintien de certaines semences, de certaines variétés, ou bien même l'exprimer de façon différente. Mais ce n'est pas que le végétal en fait, c'est l'animal aussi, mais de façon différente. Alors, attendez, il y a un croisement alors, parce que je disais tout à l'heure, les paysans deviennent un peu cuisiniers, ils ont leur propre laboratoire de transformation, ils vendent des produits finis, et aujourd'hui, le chef devient paysan? Presque. On va dire, écoutez, il y a le croisement en tout cas peut-être, ou la complicité, qui fait que l'un nourrit l'autre. En effet, je pense que nous, on se croise, on travaille ensemble. Hein, je veux dire, il y a de nombreuses occasions d'être en relation. Tout d'abord, il faut aller vers l'autre, il faut être curieux de ce que fait l'autre, s'en nourrir pour comprendre, d'une part, son travail, mais en même temps, comprendre ce qu'il produit pour nous, nous cuisiniers, j'entends, et ainsi changer sa vision et son expression, être capable de travailler avec ce qui est proche, sans refuser pour autant ce qui vient de la mer, dans mon cas. Hein. Dans mon cas, en effet, j'ai quand même un immense plaisir à avoir un joli poisson aussi qui vient d'une pêche, on pourrait dire, raisonnable, qui est breton, par exemple, mais aussi le local. Alors, est-ce qu'on croise nos... Oui, parce que d'une certaine façon, ce qu'ils font ou ce qu'ils peuvent transformer, c'est différent de ce que je transforme. C'est plutôt sur le fromager ou sur le charcutier. On pourrait dire que les disciplines peuvent se croiser, mais pas sur le cuisinier, parce que le cuisinier, en fait, il transforme pour l'immédiat, quasiment. On pourrait dire, il donne du merveilleux pour l'instant où on est à table dans l'immédiat. Mais oui, voilà, donc il y a nous, dans notre cas, il y a maintenant autour de nous, je dirais, il y a l'alimentation, mais il y a aussi le vignoble. Hein. Le vignoble, nous, on a beaucoup de chance hein, dans le nord de la Loire, d'ailleurs le sud de la Loire nous regarde avec... Puis vous avez ouvert une table en Saône-et-Loire? En Saône-et-Loire également. En Bourgogne. En Charolais. Je suis content parce que je suis bourguignon un peu chauvin. Mais comme les Bretons. Et alors... Nous, la viande, on n'a jamais abandonné. D'abord parce qu'on est dans une région quand même charolaise qui est assez magnifique. Oui. Et on l'a toujours soutenu. C'est-à-dire qu'on a toujours... j'ai, mon père, et par tradition moi, et maintenant mon fils César, et Léo, même le deuxième fils, mes deux fils sont cuisiniers, on a toujours proposé et tenté de cuisiner le bœuf, le veau, parce qu'il est local. Et parce qu'on a des producteurs dont on connaît en fait la production, on pourrait dire le respect. Mais c'est vous allez chez eux? Oui, on va chez eux, on est complices, bien sûr. Il y en a un qui est à 2 km de chez moi, qui est en production bio et qui récupère sa viande, qui la donne à l'abattoir, et puis après il récupère sa viande, il la découpe pour nous, et nous on prend certains morceaux. Et pour le chef que vous êtes, Michel, le label bio, c'est un label supplémentaire de garantie que vous visez ou pas nécessairement? Alors oui, c'est une garantie. Maintenant, elle ne donne pas tout. Il y a certains, on le sait, hein, il y en a certains qui sont à l'écart de ça, et ce n'est pas pour autant qu'ils ne travaillent pas avec énormément de respect dans l'alimentation, dans la relation avec l'animal, mais si possible bio, voire biodynamie dans certains cas. Quand vous ouvrez, par exemple, en Saône-et-Loire, une table, dans le projet, est-ce que vous faites une sorte de prospection autour, voir ce qui peut être valorisé dans votre cuisine? Est-ce que vous faites un tour d'horizon qui va valider votre projet? Dans le cas de la création de la colline du Colombier, qui est cette auberge qu'on a créée en Saône-et-Loire, à 20 km au nord de Roanne, et qui est au milieu, en effet, des bocages, des Charolaises, et pas très loin du fil de la Loire. En effet, c'est une question qu'on s'est posée. Qu'est-ce qu'on peut trouver dans un périmètre très très proche et qui
peut nous aider à proposer une cuisine intelligente, en lui donnant une expression qui n'est pas nostalgique, qui n'est pas ce qu'on a connu autrefois et qu'on aimerait retrouver, mais en tout cas dont la matière première est issue d'un territoire très très proche. Et on a tourné comme ça, en agrandissant le cercle. Alors à un moment donné, en effet, par exemple la friture de Loire, dont les petites ablettes, etc., qu'on avait autrefois, aujourd'hui il n'y a plus de pêcheurs. Donc est-ce qu'il faut à ce moment-là que je remonte beaucoup plus haut dans le fil de la Loire et aller jusqu'en Anjou pour là trouver quelques pêcheurs, pour en effet proposer la friture qui soit une friture de Loire, ou se refuser la friture. Donc plein de questions se posent. Est-ce que la Choraleuse est une vache suffisamment, en effet, dans le cas de la Choraleuse ça ne se pose pas, mais on pourrait être tenté par d'autres races, en effet, en complément de la charolaise, pour donner de l'expérience. Mais bon, tout un tas de questions se posent sur les œufs, sur la matière première, le beurre, le lait, essayer de trouver des producteurs de qualité, parce qu'il peut y en avoir juste à la ferme à côté, mais qui ne sont pas, qui ne répondent pas en tout cas à l'exigence qu'on peut avoir soi-même. Donc, et ainsi de suite, faire des choix, en évitant d'aller le plus loin possible. Mais c'est un vrai travail au préalable, en effet. Il y a une valeur qui revient sans cesse dans le travail des uns et des autres. Alors, je voudrais savoir si c'est votre cas aussi. En fait, c'est la proximité. Proximité entre le producteur et le consommateur. Peu importe l'échelle, on ne va pas faire un découpage des territoires pour savoir jusqu'à à quelle distance on fait encore de la proximité. Est-ce que votre notoriété n'a pas nui à la notion de proximité? À savoir, c'est pas pour nous, Michel Troisgros, c'est trop bien. C'est une trop bonne cuisine et c'est pas fait pour nous. Et du coup, le consommateur local hésite à franchir le seuil de votre porte. Le consommateur ou le producteur? Non, consommateur, je parle du consommateur, du client. Est-ce qu'il aurait la crainte de pousser la porte Oui. de la maison? Oui. Je n'ai pas l'impression, parce qu'on est ancré dans la tradition. C'est comme si la maison Troisgros était partie de la vie locale, de la vie rouennaise et de la région rouennaise, implantée là depuis si longtemps qu'il y a un peu de chaque Rouennais dans la maison Troisgros. Et aussi parce qu'on a toujours été très présent auprès des producteurs, des associations locales, des diverses activités sportives locales. Donc on nous voit, mon papa, moi-même, mes enfants, on nous voit, et nos épouses, on nous voit beaucoup localement en ville, et ainsi, je ne crois pas que la maison soit trop impressionnante, en tout cas pour... et elle l'est encore. Vous savez, il y a le côté maintenant. vu à la télé, ça peut effrayer. Je crois qu'elle l'est encore moins maintenant, parce que là où nous sommes établis, en effet, c'est une institution, c'est Troisgros, mais l'architecture et le lieu où elle se trouve est aussi une ferme. Une ferme qui est complétée par une maison bourgeoise, qui est l'hôtel. Mais en fait, la question s'est posée, avant ce domaine dont on a fait l'acquisition, on y rentrait par la maison bourgeoise et la ferme était derrière. Et on a, bien au contraire, mis en valeur tout ce qui était d'architecture paysanne pour justement donner une humanité, peut-être pour casser, en effet, cette impression de grande maison, justement, impressionnante, et rentrer ainsi par ce qui est commun, c'est-à-dire les bâtiments agricoles, là où on stocke, enfin, là où on produit, là où on stocke, là où on transforme, et bien c'est ainsi qu'on rentre dans la maison, dans la nouvelle maison. Et c'est en toute logique, d'ailleurs, parce que c'est vraiment là où en effet, où on stocke et où on transforme. Alors, avant de vous tendre le micro, je vais interroger proximité, valorisation des savoir-faire locaux, relance d'espèces ou de variétés en voie de disparition, ancrage territorial avec une reconnaissance et là aussi cette proximité dont on vient de parler. C'est ça l'essence même d'un territoire. Bah là, en fait, je ne sais pas si on entend. Il ne marche pas, votre micro. Ouais, j'ai l'impression. Ah si, ça marche là? Ouais. Non, parce qu'il est bas.
Oui. Laurent a employé le terme de chaîne alimentaire. Je pense qu'on est parti sur ce débat-là. Moi, je voudrais dire une chose suite à ce que vous venez de dire, c'est que je me suis intéressée, au fond, à la production agricole et au monde paysan quand j'ai commencé à travailler sur la gastronomie. Ça peut paraître paradoxal, mais par passion, parce que j'adore ça, je me suis mis pour le journal à travailler il y a quelques années sur la gastronomie. Je sacralisais un petit peu ce monde-là aussi. Comme beaucoup, on n'osait pas trop pousser la porte. Et en fait, dès les premières rencontres, expériences, j'ai tout de suite désacralisé parce que le monde de la gastronomie m'a immédiatement plongée dans le monde alimentaire. Et je pense que... et toute sa chaîne. On a l'habitude de dire du champ à l'assiette, enfin surtout dans le mode de production alimentaire. Et j'ai maintenant, je voudrais précisément dire 3 mots là-dessus, la conviction. Je m'intéresse beaucoup, vous avez dit, aux alternatives, aux transitions du monde dans lequel on est. Et j'ai acquis la conviction que... Attendez, il marche mal, je viens vers vous. Je vais prendre le micro. Que dans le domaine alimentaire, les transitions, elles sont vraiment à l'œuvre. J'ai même l'impression que c'est un des secteurs, un des territoires, on parle des territoires, qui est le plus avancé. En fait, quand Xavier m'a appelé pour me proposer de participer à ce débat, je me disais, oh là, sur les territoires, moi je suis une généraliste, journaliste, je me disais, qu'est-ce que je peux avoir à dire sur les territoires ? Et en fait, je me suis dit, mais tu t'intéresses à l'alimentation, finalement, si tu te poses la question, le territoire de l'alimentation, c'est quoi ? Et en fait, je trouve que c'est une assez bonne question, je ne me l'étais jamais posée comme ça, parce que le territoire de l'alimentation, c'est le monde. Et là, je pense qu'il faut qu'on pousse un petit peu notre débat là-dessus. C'est l'Europe, en plein dedans, c'est la France, c'est Paris ou Saint-Denis, une ville de banlieue, c'est le Pays basque, le Pays de Redon, c'est ce champ. En fait, le territoire de l'alimentation, il est multiple. Et ces façonnements sont très différents selon l'échelle à laquelle on le pense. Et si effectivement les transitions, elles se font par le local, par le territoire de proximité, je pense qu'il faut le penser aussi jusqu'à son échelle mondiale. Et moi, j'avais envie avec vous, en fait, de partir de cet aspect global qui nous ramène sur le territoire. Parce qu'en fait, on est quand même passé en 50 ans à un moment où l'alimentation qui devrait nous connecter à la terre et à la mer, parce que en fait, la terre et la mer nous nourrissent, comme dirait Olivier Renninger, ce sont des garde-manger qui sont formidables, à un système où l'alimentation, elle est d'abord connectée à la chimie, au commerce, à la PAC, elle est connectée à tout sauf ce qui devrait être son objet initial, c'est-à-dire nous nourrir avec des productions qui proviennent de la terre et de la mer. Et ce système-là qui fait que c'est devenu un produit de consommation, c'est devenu un marché spéculatif, très spéculatif, le marché mondial de l'alimentation, le blé, on crée des famines comme ça, le beurre, on a eu une crise chez nous. Qui a amené ce monde, c'est devenu rentable, c'est devenu uniformisé. On parle des races locales ici, très important de les défendre parce qu'on a la même vache, le même cochon partout qui sont élevés. Ce système alimentaire, c'est là où je veux en venir, mondial, il est hyper connecté. C'est pour ça qu'il est puissant, en fait. Il est entre les mains de quelques très grandes entreprises, de l'agroalimentaire, de la transformation alimentaire, des chimistes, puisque le glyphosate, Monsanto, qui sont appropriés le vivant par les semences et qui se sont en fait appropriés le vivant, les semences, les prix, parce que la grande distribution en France, elle fait la pluie et le beau temps sur les prix qu'on paye quand on va dans les supermarchés, pour ceux qui y vont, mais des prix aussi qui sont payés aux agriculteurs. Et en fait, ce système, il est là depuis longtemps. Je pense que maintenant, tout le monde a conscience qu'il nous emmène dans le mur, parce qu'on mange mal. Ça a quand même développé une alimentation abondante, mais qui est riche en gras, en sel, en sucre, et qui nous rend malades. Mais en face, on a d'abord souvent l'impression d'un grand vide. Voilà. Moi, je me pose beaucoup, je ne sais pas vous, on va sans doute en discuter, beaucoup cette question-là. Qu'est-ce qui se passe en face pour ne pas tomber dans le précipice ? Voilà, parce que si on rajoute à ça
le réchauffement climatique, on court des grands dangers. Et je crois qu'en face, il y a énormément de choses, à la campagne et à la ville. Parce que les transitions alimentaires, moi j'habite en banlieue, donc je suis dans la grande région parisienne, dans un territoire délaissé par la bonne bouffe, parce que les banlieues, on pourra en parler, mais c'est le supermarché partout. Et même sur les marchés, maintenant, il n'y a même plus un maraîcher. Hein. On a les fruits et légumes, Leclerc, le mauvais de Rungis sur nos marchés, quoi. Enfin bon, mais du coup, j'ai perdu mon idée. Ah oui, voilà. Et dans les transitions, elles sont à la ville et à la campagne, et elles sont développées partout. Elles sont développées dans les modes de production. Elles sont développées dans la distribution avec les circuits courts. Elles sont développées dans les modes de consommation. Il y a maintenant beaucoup de gens qui se débrouillent pour aller acheter local, qui se débrouillent pour lutter contre le gaspillage, qui se débrouillent pour manger de saison. Ça, c'est un peu plus encore difficile, mais enfin bon, il y a ces réflexions-là qui viennent. Et tous ces mouvements, les AMAP en ville, par exemple, c'est quelque chose qui marque dans les transitions alimentaires des villes. Et c'est les circuits courts, voilà, de la ville qu'il y a. Mais en fait, tous ces mouvements, il n'y a pas de nom, moi je les appelle les mouvements du fer, me semblent construire les alternatives, me semblent construire ces transitions, mais contrairement à ceux d'en face, si je peux les appeler comme ça, elles ont des connexions, vous venez très très bien de l'expliquer, mais des connexions qui restent invisibles. Je ne sais pas comment le dire. Elles font sens au niveau local, d'un cuisinier avec tous ses producteurs, par exemple. Elles font sens, mais est-ce qu'elles font sens à d'autres niveaux ? Je ne pense pas pour le moment, et je pense que je vais terminer là-dessus, parce qu'elles ont en face d'elles quand même beaucoup de monde qui ne veut pas les voir. Je prends un seul exemple sur ce qui s'est passé à Notre-Dame-des-Landes. Je pense qu'on s'y intéresse tous ici. Mais quand les zadistes ont voulu, après avoir gagné, régulariser leur situation, eux voulaient construire quelque chose de très collectif, et l'alimentation est essentielle dedans, hein, parce qu'ils ont créé leur jardin, ils ont fait même des mouvements éducatifs. Enfin bon, l'alimentation, elle a été au centre en fait du projet collectif des zadistes. Ils ont voulu travailler à créer, je ne veux pas dire un modèle, mais enfin une façon de vivre et d'être ensemble qui soit d'une certaine façon en dehors des institutions, en dehors de l'argent, de la société de l'argent, en dehors du rapport consumériste à la consommation, etc. Et en face, on leur a dit quoi ? Tu veux régulariser, tu dépenses ton dossier tout seul, sinon, au revoir. C'est-à-dire qu'en fait, on est en permanence confronté aux difficultés de la pensée politique. On le voit avec les subventions qui vont jamais là où il faut pour les transitions, qui restent sur l'agriculture conventionnelle, etc. Mais aussi à un mode d'organisation, on a parlé de la Chambre d'agriculture, qui fait qu'on est face aussi à des institutions, l'état de droit, comme on a dit, à des institutions qui sont bloquantes. Et ça, c'est beaucoup d'obstacles. Voilà, en fait, je lance un peu une discussion. C'est beaucoup d'obstacles à dépasser. Et j'ai plutôt l'impression qu'on est dans un mouvement où, effectivement, sur les territoires, dans les localités, les mouvements citoyens poussent très fortement, mais où on n'est pas encore arrivé au moment de basculement. Je suis convaincue qu'il viendra, parce qu'en face, il y a quand même du monde qui résiste et qui a l'argent, les pouvoirs. Enfin bon, je ne sais pas trop comment le dire, mais je trouve que ce serait intéressant de pousser les discussions là-dessus, parce que c'est l'obstacle qu'on a en face de nous, un peu, quoi. Hein. Je ne sais pas si je suis très claire. J'arrive avec le micro, mais si vous avez entre-temps des réactions, hein, des commentaires, ça risque d'être peut-être long, pardon, non, c'est par rapport au temps de parole qu'on a, mais il y a beaucoup de commentaires. Des commentaires, si vous en avez, des questions, monsieur. Oui, moi je trouve que les modèles que vous avez évoqués sont intéressants. Il ne faut pas oublier quand même que la grande majorité de la consommation alimentaire se fait hors foyer. Hein, c'est-à-dire à la fois dans les restaurants d'entreprise, dans les cantines scolaires, dans plein d'endroits où les consommateurs ne sont pas maîtres de leurs achats. Donc, la bascule que vous proposez,
s'il ne prend pas ça en compte, elle va être longue. Ben, cela dit, on en est arrivé là en 50 ans, donc on se dit qu'on va aller plus vite pour aller dans l'autre sens, hein, peut-être. Mais en tout cas, il y a cet aspect-là des choses qui plombe largement le développement. Peut-être plus encore que les gens qui sont en face, parce que les gens qui sont en face, du moment qu'ils trouvent le moyen de gagner de l'argent, que ça soit d'une façon ou d'une autre, ça n'a pas d'importance, finalement. Merci pour votre remarque. Laurent, Christian, Michel, Paul. Oui. Enfin, moi je veux bien y aller, sur la restauration, effectivement, hors foyer, il y a un levier de transition agricole. Moi, je le vois aussi comme ça, parce qu'il y a des gens à qui on a décidé qu'ils allaient manger, en gros, pas cher, parce qu'on allait faire du business dessus. C'est ça, c'est l'arrivée des délégations de services où les municipalités, où les départements, les régions ont refusé d'assumer leur rôle plein et entier dans la gestion des organismes publics et où on a délégué à des privés qui venaient faire du business, notamment l'alimentation. Et ça, c'est pas acceptable. Et on peut reconquérir tout ça en imposant, parce qu'au bout d'un moment, tu parlais de bascule, moi je pense que le point de bascule, il faut qu'il arrive très rapidement. Alors, on ne peut plus attendre. Je pense qu'on est en train d'atteindre des points de non-retour agronomiques et sociaux sur lesquels on ne peut plus attendre. Il va falloir que le point de bascule arrive vite. Et ce levier-là, de la restauration collective, de la restauration hors foyer, c'est un vrai levier très fort pour accompagner la transition des territoires. Il se trouve que j'ai trouvé tout à l'heure Damien Carême, là, le maire de Grande-Synthe, qui viennent de passer sur la communauté d'agglo de Dunkerque sur du bio. Alors on peut discuter bio ou local, mais peu importe. J'allais dire des outils de transition agricole. Le bio, effectivement, c'est bien. Et quand on arrive à imposer en disant « moi, de toute façon, je veux que les gens dont j'ai la tâche, on m'a délégué d'exercer la responsabilité de faire en sorte que ces gens soient bien, il faut qu'ils mangent bien. Donc c'est quelque chose de prioritaire. Et dans le budget de la commune, pouf, ça c'est la part de l'alimentation, la part du budget qui est consacrée à l'alimentation, et ça c'est non négociable. Et on verra sur quoi on arbitre après. Et si on décide qu'il y a vraiment une volonté et une urgence à faire ça, il faut créer des partenariats locaux avec les producteurs, enfin comme vous l'avez fait vous avec les associations que vous avez pu mettre en place. On crée des partenariats et on va accompagner la transition agricole par la demande. Et en fait, c'est ça. Enfin, je viens volontairement sur le mot de demande parce qu'on est complètement en train de renverser le dogme économique. Aujourd'hui, on demande de produire, offrez et on trouvera. Production laitière, produisez, on verra ce qu'on en fait. Bon, on l'envoie en Chine, je ne vais pas revenir sur les problèmes Sinutra à Carême, mais produisez, donc offrez un produit et on se démerdera pour le mettre en marché. Et là, on inverse, on dit, nous, on demande à ce que vous produisiez ça. Et nous, c'est pleinement notre rôle, quoi. C'est pleinement notre rôle de paysans et de paysannes que d'aller servir des marchés de proximité. Mais il va falloir aussi se dire, et ça recoupe avec ce qui était dit tout à l'heure, sur le geste que faisait Michel Troisgros, de dire on a élargi le cercle et on se disait jusqu'à quel point on va pas, on arrête parce qu'on n'a pas en local. Ben, si on n'a pas en local, il faut qu'il y ait des politiques qui disent on remet en local. On remet en local. Si on décide de mettre dans les cantines publiques l'ensemble de l'alimentation sous signe de qualité, s'il n'y a pas, on réinstalle par des politiques publiques des paysans en maraîchage, des paysans boulangers, on réinstalle et on peut reconquérir vraiment... oui, il faut repartir à la conquête de l'alimentation par le biais de l'agriculture et du collectif. Et le collectif, jusqu'à preuve du contraire, dans notre société organisée comme elle est organisée, le collectif, on en a délégué la charge et la responsabilité aux politiques. Donc charge aux politiques de remettre l'alimentation au cœur des débats. Parfois, c'est le politique qui fait le relais. Je vois des exemples, alors des politiques à des échelles réduites aussi, mais souvent une commune, ou voire une communauté de communes qui dit nous, on s'interroge sur la qualité des produits utilisés en restauration collective et en particulier en première restauration scolaire. Et on fait appel, parce qu'on a un espace communal, à des maraîchers, par exemple, qui vont venir produire localement avec la garantie qu'une partie de cette production alimentera la restauration collective. Enfin, je ne veux pas monopoliser toute la parole, mais c'est vrai que j'en reviens au choix politique. Oui. Deux choses. Oui. Les éclaireurs et les phares dans la nuit, c'est important. Il faut qu'on mette individuellement en place des pratiques agricoles différentes pour montrer que c'est possible. Ça, c'est important. Et après, il faut faire essaimer le modèle. Et si on veut faire essaimer, il faut des politiques publiques. Un exemple, moi, j'ai été conseiller municipal. Ouais, alors là, c'est mal barré, pardon. J'ai été conseiller municipal sur ma commune. Quand on a dit, à l'époque, on n'était pas ambitieux, hein, quand on a dit au maire, j'étais dans la majorité municipale, ce serait bien de mettre du sans OGM dans l'alimentation des gamins.
Ouais, mais ça va coûter cher. Et 6 mois après, on votait un budget où on mettait 800 000 € dans un terrain de foot en plastique. C'est des choix politiques. Et il faut mettre les élus face à leurs responsabilités. Dans le terrain en plastique, il n'y a pas d'OGM. Mais il faut vraiment mettre les élus face à leurs responsabilités. Moi, je veux plus... Enfin, à la Confédération paysanne, on ne veut plus entendre ce... On va se débrouiller tout seul, il faut qu'on y arrive tout seul. Il y a un cadre politique, il y a un cadre collectif, on paye nos impôts, et c'est juste de payer les impôts. Ça doit servir à l'intérêt collectif. L'organisation de la production agricole doit être dans le sens de l'intérêt et des communs. On ne parle plus de communs aujourd'hui. Aujourd'hui, enfin, c'est ce que disait Paul, c'est le business qui prend la main. Il y a des gens, il y a des rapaces qui sont en train de se faire des fortunes sur le dos des paysannes et des paysans et sur le dos de la santé des citoyens et des citoyennes, ça c'est grave. Et puis aussi sur le dos de se vivre ensemble, enfin, les plaisirs de la table, c'est quelque chose d'important. Aujourd'hui, quand on n'a plus un rond et qu'on va s'acheter le truc le moins cher possible, on a tué quelque chose de culturel et ça c'est grave aussi, quoi. Si ça marche. Des questions? Juste une remarque Oui, sur la restauration. Il se trouve que depuis 3 ans, j'ai ouvert un restaurant dans le quartier et c'était un peu le fruit de plusieurs frustrations. D'abord une frustration de cuisinier que je n'ai pas été et que je ne suis toujours pas, et aussi une frustration de voir dans mon village de 2000 habitants, il y a 9 restaurants, il n'y a aucun qui achète de produits à nos producteurs. Et pourtant, c'est des restaurants de village qui font une cuisine un peu tous les niveaux, mais et ça nous a quand même surpris. Et donc, on a fait ce projet un peu comme un défi aussi, de partir justement avec ce qui est produit dans le quartier, et uniquement ce qui est produit dans le quartier, et de faire une cuisine de l'offre. Et cette cuisine de l'offre, ça demande aussi de la part des cuisiniers de faire avec ce qu'il a, de travailler parfois des carcasses entières, de valoriser tous les morceaux, de se décarcasser, c'est le cas de le dire, pour arriver avec à l'hiver beaucoup de choux, à faire des choses agréables et avec uniquement ce qu'il y a. Et bon, ce défi, il en passe d'être gagné, puisqu'aujourd'hui ça fait la 3e, la 4e année maintenant que le restaurant marche, et on se rend compte que localement, là on parlait d'un restaurant privé, on parlait de restauration collective, et dans le monde de l'entreprise aussi, à côté de chez nous, il y a une entreprise qui faisait des bénéfices et qui a décidé d'investir une partie de ses bénéfices dans l'alimentation de ses salariés. Et aujourd'hui, ils ont construit une cuisine collective qui part de l'offre, c'est-à-dire avec une boucherie où ils dépiotent les carcasses, avec une poissonnerie où travaille le poisson entier, et tout ça, ça remonte, et ça c'est fait par les voisins, les cousins, les copains des salariés de l'entreprise. Et c'est un projet qui fait que pour le salarié, c'est pas beaucoup plus cher, mais parce que l'entreprise compense le prix. Et aujourd'hui, c'est des projets comme ça aussi qui sont... c'est par le privé aussi qu'on peut avoir des initiatives motrices dans ce domaine-là. 3 gros. Non, je trouve ça formidable, mais j'ai bien compris, vous avez plusieurs restaurants qui sont dans cette région-là. Dans le village, dans mon village, il y a 9 restaurants. Et qui ne se fournissent pas de votre matière première, de ce que vous produisez. Ah non, de 4, bon, il y a peut-être un qui prend un peu des cahiers de temps en temps. Enfin, et ça, c'est un peu aussi... Se fournir où alors? Est-ce que ça veut dire qu'ils ne travaillent pas le cochon local et qu'ils travaillent une autre variété? Ou bien est-ce qu'ils vont... pas ces restaurateurs chez Métro, dans des enseignes qui sont dans la grande ville la plus proche, et ainsi acheter moins cher, probablement, pour vendre moins cher. Il y a aussi ça. Malheureusement, parfois, il y en a qui sont... Malheureusement, je ne défends pas du tout moi-même, et je vois combien c'est dramatique de ne pas croiser de collègues, ou si peu, sur le marché local des producteurs qui a lieu 2 fois par semaine à Roanne. Il n'y a plus de cuisiniers. Il n'y a plus de cuisiniers. Je ne sais pas où ils sont. Enfin, je sais où ils sont. Ils vont à la facilité. Mais aussi parce que leur prix de vente pour séduire de la clientèle est si bas, que peut-être, je dis bien peut-être, ils ont à peine le choix de faire autrement. Parce que la clientèle aujourd'hui n'est pas prête, en tout cas, à reconnaître ou à une dépense qui leur permet d'avoir la marge suffisante pour se maintenir en vie, tout simplement. Mais aussi, il n'y a pas que ça, il y a aussi, en effet,
la démarche, l'effort que ça demande. Et le personnel adapté. Et puis travailler les bas morceaux, se casser la tête, et puis coûte que coûte, voilà, maintenir les relations, maintenir ou développer des relations locales pour en effet les enrichir. Avant le compte rendu, c'est Patrick, c'est ça, Patrick Paul, qui va nous faire un tour d'horizon, une sorte de premier bilan. Excusez-moi, mais pour quelques minutes simplement, cette notion d'essaimage, parce qu'elle revient fréquemment. On a un bon dispositif à un endroit, pourquoi il ne fonctionnerait pas à un autre? Alors d'abord, il y a des cultures locales, on l'a vu avec l'exemple du Pays Basque, avec les terroiristes, j'aime bien. Des cultures locales qui sont très particulières et qui n'absorbent pas de la même façon un dispositif qui pourrait transiter d'un département, d'une région, d'une communauté de communes ou d'un pays à un autre. Et puis l'essaimage existe déjà. Est-ce que l'essaimage, c'est de demander au pouvoir public qu'ils deviennent moteurs de ce développement de modèles ou de dispositifs, ou est-ce que ça ne se fait pas naturellement? C'est peut-être un mauvais exemple, mais je regarde, alors chez moi, je reprends ma région dans l'Yonne. Alors Lyon, c'est les céréaliers, un petit peu comme dans le Nord Côte d'Or, hein, en dessous de 400 hectares, vous n'y arrivez pas, puis ils font colza, orge, blé, et un peu de tournesol pour avoir quand même une gamme de variétés supplémentaires, ce qui élargit pas beaucoup l'éventail, vous serez d'accord. Et puis il y avait des copains de Laurence, de la FDSEA, je le fais exprès, de la fédération donc, départementale de Lyon, qui était sur le parking d'une grande surface en disant « Halte au prix, c'est dégueulasse, on n'est plus rémunéré à juste hauteur de notre travail », ce qui est vrai. Et il y a une personne qui est passée à ce moment-là, d'ailleurs, la présidente de la fédération départementale, c'est une femme, c'est peut-être un indice, je ne sais pas, en tout cas, elle a entendu ce mot, cette dame qui dit « Vous râlez sans arrêt, mais vous avez qu'à vous débrouiller par vous-même, inventer une solution ». Et ils se sont dit, on va ouvrir un drive fermier. Ils sont 15 producteurs aujourd'hui à Auxerre. Ils ont été obligés de faire, évidemment, prendre en charge la transformation. Ils tournent régulièrement pour ouvrir le magasin quelques après-midi dans la semaine. Ils ont un contact direct avec le consommateur, le client. Et surtout, ils ont une meilleure rémunération. Et ces drive fermiers, premier est né il y a 7-8 ans, je crois, à Bordeaux. Il y en a maintenant, je crois, on a dépassé la centaine. Ça essaime naturellement. Ce n'est pas le meilleur exemple. Les coopératives agricoles, il y en a de plus en plus. L'installation d'une paysannerie avec relocalisation aussi de l'emploi, il y en a de plus en plus. Et ce n'est pas une directive du ministère de l'Agriculture qui prône ça. Paul. Je veux bien dire... Ah, ça marche toujours pas, mon micro, là? Si, moi, je vous pense. Oui, je veux bien dire un mot là-dessus, c'est une question qui me paraît vachement intéressante. En fait, les pouvoirs publics, s'ils voulaient, ils pourraient faire énormément. Laurent, tu en as dit un peu. Mais prenons, par exemple, rien que sur l'orientation des financements. Et ce qu'on appelle les aides, hein, la fiscalité, les financements. Si les pouvoirs publics et le gouvernement voulaient miser à fond sur le développement de l'agriculture biologique, ne commencerait pas par couper les aides à l'agriculture biologique. Ils iraient à fond et on peut avoir une fiscalité qui sanctionne davantage ceux qui produisent avec de la chimie, glyphosate, etc. et inciter en fait aux politiques plus vertueuses. L'exemple de la restauration des cantines, il est hyper intéressant, effectivement, parce que ça pourrait être un vrai levier. Parce que les communes, quand elles se posent la question, ça je pense que beaucoup d'élus locaux se disent, mince, les enfants, qu'est-ce qu'ils mangent à la cantine? Voilà. Est-ce qu'ils mangent le tout venant d'une cantine où les poches congelées arrivent, on ouvre, on fait cuire dans de la flotte et on leur sert comme ça? Ou est-ce qu'on se donne les moyens de bien les nourrir? Mais pour bien les nourrir, il faut effectivement retravailler tout le tissu local autour et se poser la question du prix. Moi, j'ai fait plusieurs reportages, pas très loin d'ici, d'ailleurs en Bretagne, dans des communes qui ont réussi à transformer toutes leurs cantines scolaires sans augmenter le prix. Parce que circuit court, moins cher, on ne paye pas les intermédiaires. Parce que comme on a des produits de meilleure qualité, on en met moins dans les assiettes et les enfants sont aussi bien nourris. Par exemple, les enfants qui ne mangeaient pas de pain, la baguette blanche, toute pas bonne du tout, se sont mis à manger du pain qui était produit par un paysan boulanger à côté, bio, qui était très bon. Enfin bon. Et puis, en mettant un peu plus de
aidez-moi, légumineuses et un peu moins de portions de viande, etc. En retravaillant une alimentation comme ça, ils avaient réussi à ce que le prix soit pas plus cher. Mais ça, les communes, elles se débrouillent. Les communes qui ont les moyens, qui prennent la décision politique ou qui ont des moyens d'investir, d'aller chercher des paysans, des producteurs, d'aider à ce que ça se fasse, elles peuvent le faire. Et puis il y a des communes qui ne peuvent pas, même si elles peuvent en avoir la volonté. Donc les pouvoirs publics pourraient décider d'aider aussi, de miser, de mettre des moyens dans ces transformations-là. Bon, ben, comme ils ne le font pas, c'est le système D et chacun se débrouille. Mais moi, je pense que le système D il est en train de gagner. On le voit là avec ce que vous avez raconté ou avec ce que vous vous racontez sur ce que tu appelles l'essaimage. Moi, je suis marquée par exemple par le nombre d'ouvertures de magasins de producteurs qui se prennent en main, qui vont ouvrir leur supermarché, qui se mettent ensemble à 10, à 15, à 20, qui disent on en a marre de la grande distribution, on n'a plus d'intermédiaires, on ouvre nos propres magasins. Souvent, les gens ils sont contents parce qu'ils viennent acheter des bons produits locaux. Ils connaissent, ils parlent avec le producteur de viande, le maraîcher, ils les connaissent, ils savent à qui ils achètent leurs produits et qui, en fait, s'auto-organisent pour se trouver un local. Souvent, ils se font aider par les communes qui donnent ou qui mettent à disposition des locaux. Et puis, pour tenir la boutique, quoi. Ils viennent 1 heure, 2 heures par semaine, ils amènent leur production, etc. Donc, comme c'est le défaut de politique qui fait que cet essaimage, je vais dire citoyen, mais au sens très large du terme, il est en train aussi de s'imposer et de gagner. Et un jour, ça va faire mouvement. Je suis convaincue de ça, je ne sais pas quand, mais ça va faire mouvement, pas seulement dans l'idée, aussi au plan économique, en fait. Merci, Paul. Patrick Paul. Ouais, j'ai gagné. C'est vous, Monsieur Paul? Merci. Bon. Bonsoir. Laurent m'a chargé de faire une toute petite synthèse en 2-3 minutes de ce que j'ai pu entendre et de ce que ça m'inspire. Tout d'abord, je remercie tous les intervenants et j'ai trouvé beaucoup de relations et d'identité. Donc la synthèse est assez simple. Merci à vous, parce qu'il pourrait y avoir beaucoup de confusion et de difficultés. Ce que j'ai vraiment entendu là, c'est l'importance du local, le territoire, les espèces locales, etc. Et bien évidemment, ce local, il s'oppose au général, au mondial, etc. Donc on est là dans un jeu que j'appellerais au niveau académique dialectique, c'est-à-dire une sorte de balance entre des forces qui vont dans un sens et des forces qui vont dans un autre sens. Et je trouve que cette dynamique-là qui s'est posée ici est tout à fait intéressante, déjà avec le titre de cet événement, c'est-à-dire Université paysanne. Quand on s'interroge un tout petit peu sur l'étymologie des mots, eh bien, université, ça vient de universel, tourné vers l'un. Donc on est dans une dynamique d'universalisation, c'est-à-dire un processus de globalisation, comme c'est le cas de la science, de la démarche académique, etc. Tout le problème de ces démarches-là, c'est que, et c'est la méthodologie même de la science, on fait du séparé, on fait des clôtures disciplinaires, un petit peu comme si chaque paysan avait déterminé de ses barrières et ne communiquait jamais avec ses voisins. Donc ça, c'est tout le problème de la richesse et en même temps des limites. Et là, nous sommes dans une dynamique inversement, dans la dimension paysanne du pays, du territoire, c'est-à-dire de toute la démarche de la multiplicité et de la richesse qui vient de la diversité. Donc on est dans un jeu de balance et de conflit, de pouvoir, de complémentarité, possiblement, j'espère qu'un jour ça sera une complémentarité, entre des forces qui s'opposent. Donc pour résumer cette dynamique, je trouve que ce qu'il y aurait vraiment à entendre des intervenants là, c'est d'insister beaucoup plus sur la richesse qui vient des démarches collectives, par exemple de ces réunions de producteurs, de ces réunions d'agriculteurs, peut-être de restaurateurs, je ne sais pas si ça existe, mais en tout cas, l'union fait la force. Donc pour contrebalancer certains types de mouvements, il faut pouvoir dynamiser d'autres valeurs et militer pour ces autres valeurs. Et l'exemple de la fête nantaise, pour y participer depuis déjà un certain nombre d'années, je trouve est tout à fait
illustre parfaitement ce processus, et également la dynamique qui s'associe à ce processus, parce que la fête au départ était un événement extrêmement petit, réduit, et aujourd'hui j'ai été surpris arrivant ici hier de voir l'amplitude de l'événement, j'espère la quantité des personnes qui vont y participer. Je vous remercie. Merci Patrick, merci Paul, qui bien que parisienne, enfin habitant de la banlieue parisienne, va rester encore avec nous. Merci à Michel qui reste aussi ici, hein, impliqué évidemment. Hein. Et puis, je partage le dîner ce soir avec toute une équipe, bah oui. Juste à côté, avec Michel Brasse, et là. La vache, pardon, oui. Nantaise. Oui, Nantaise. Elle est là, elle est magnifique, elle est reine. Voilà, ce soir, on la mettra. Merci Michel, merci Laurent et merci Christian. Merci à vous.